tarot, les lames majeures, c'était en fait des cartes du ciel. C'est-à-dire tout comme les anciens, ils représentaient la constellation d'Hercule, la constellation de la Vierge, etc., avec des dessins, tu vois, sur les étoiles. Ben, les lames Oui. du tarot, c'était un enseignement qui venait d'Égypte, qui était un enseignement gnostique, donc sans doute des milieux judéo-chrétiens, gnostiques, égyptiens, en contact avec les musulmans, parce qu'il y a beaucoup de données qui correspondent à l'eschatologie islamique. Et cet enseignement, il a été donné à Saint-Louis en Tunisie lors de sa captivité par des soufis. Et cet enseignement, il est venu en France, il a complètement nourri tout en fait l'épopée des cathédrales, de l'ésotérisme occidental. Il s'est beaucoup appuyé sur le tarot. Et j'ai fait une émission pour la RAI, la télévision italienne, qui sera pas diffusée à l'antenne parce que c'est pour un groupe de francs-maçons italiens, mais c'était financé par la RAI. Je suis allé en Tunisie, je suis allé en Italie, je suis allé en France, et j'ai montré que dans des églises du XIe siècle, XIIe siècle, il y a déjà des lames du tarot. Et Ah oui. ouais. Et dans les cathédrales de Bretagne, par exemple, eh ben, on a même 4 des arcanes majeures du tarot qui apparaissent sous forme de statues. Ah Ça, ouais. ça c'est à Rennes. Et puis et à Nantes aussi. Et puis donc en fait, j'ai retrouvé en fait la preuve en fait que le tarot en fait était bien plus ancien en Europe de ce qu'on nous disait et qu'à la base c'était un enseignement qui venait d'Égypte. Voilà. Donc, j'ai montré le lien entre les lames du tarot et puis les constellations du zodiaque, les planètes et les nœuds lunaires. Et puis j'ai montré en fait comment ça correspond à des groupes d'étoiles, à des moments de l'année, le lien entre le tarot et l'astrologie, et aussi les lettres arabes, les lettres hébreux, les lettres phéniciennes, et puis l'alphabet adamique de mon ancêtre Saint-Yves d'Alvèdre, de mon aïeul Saint-Yves d'Alvèdre. Ça, c'est un sujet qui est donc en Égypte, comme l'agriculture apparemment serait arrivée d'Égypte, comme les mathématiques, la science du vin, les alambics, la médecine, beaucoup de choses sont arrivées en fait d'Afrique du Nord, d'Égypte, vers Marseille, vers la France. Maintenant, Marseille est un des berceaux du chichon et de la cocaïne et de l'héroïne, j'imagine. Mais bon, au moins il y a 30 gilets jaunes, 300 pour bloquer, 30 peut-être pour bloquer le port de Marseille. Les gilets jaunes ont été moins efficaces que Macron quand même. Par rapport à l'Égypte et à ces connaissances-là, l'Égypte, les pyramides, on sait que si on met un pendule au-dessus d'une pyramide, le pendule va se mettre. Et je ne sais pas s'ils l'avaient fait en hélicoptère à une certaine époque, ou ils l'avaient fait en petit, ou ils l'ont dû le vérifier en hélicoptère. Ils se sont aperçus qu'il y a en fait de l'air, de l'espace, au-dessus d'une pyramide, ça tourne. Quand tu prends un pendule au-dessus d'un seau d'eau, ton pendule, n'importe qui, sans être anesthésiste ou sorcier, une pierre au bout d'un fil va tourner de droite à gauche ou de gauche à droite, qui va t'indiquer le sens négatif pour toi, qui te dira en fait le sens négatif, il me semble, ou le non. Et à partir de là, en fait, au-dessus d'une pyramide se crée une forme d'énergie extrêmement puissante que l'on peut lire peut-être justement par rapport au premier sujet d'une soucoupe. C'est peut-être des secrets qui sont pas abordables. Et par rapport à ton ancêtre que tu as référé au départ de tes vidéos aussi, Saint-Yves d'Alvèdre, je trouve ça exceptionnel de savoir son histoire comme ça jusqu'à un certain point, et c'est ce qu'on a perdu un peu nos racines en fait, l'être humain en France. C'est ce que tu as dit aussi lors d'une de tes vidéos il y a 2-3 mois. Peux-tu nous parler de Saint-Yves d'Alvèdre un petit peu? Saint-Yves d'Alvèdre, c'était un homme du début du XXe siècle. Il venait d'une famille aristocratique. Il était en contact avec les grands ésotéristes de son époque, comme Fabre d'Olivet, qui était un kabbaliste très réputé, chrétien. Il était en contact avec René Guénon, avec tous les cercles parisiens qui avaient compris que on pouvait restaurer la tradition française avec sa mission sacrée à partir de l'enseignement de l'Inde, c'est-à-dire que la Révolution française, d'abord le protestantisme avait tout détruit, enfin d'abord l'Inquisition, d'abord l'Église catholique elle est tombée en déconfiture parce que les Khazars ils l'ont miné de l'intérieur, ils l'ont pourri de l'intérieur, donc ils ont piqué l'argent des pauvres pour faire des mines de charbon notamment en Bavière, et puis c'est le début du capitalisme en fait qui est mené par des Khazars qui ont mis des pions au Vatican et qui ont complètement pourri le Vatican de l'intérieur. Alors ça a provoqué la révolte de la noblesse européenne. La noblesse européenne, pour la mater, ils ont créé l'Inquisition.
Et puis après, ça a continué. En fait, une fois que la noblesse était complètement révoltée contre l'Église, il y a eu une lutte en fait intestine à l'intérieur. La noblesse, elle s'est scindée en deux. D'un côté, la noblesse noire, de l'autre côté, la noblesse blanche. Donc la noblesse blanche qui voulait garder la tradition, mais qui se méfiait de pourrissement de l'Église catholique. Puis la noblesse noire qui était complètement pourrie par l'argent. Et puis ça a mené donc à la Révolution française, et puis ça a mené au triomphe de Descartes, de la Révolution industrielle, de la République, enfin tout ça au service de la couronne britannique et de la mafia Casa. Donc en France, il y a un certain nombre de personnes dans la noblesse française, dans les métiers français, il y a des maçons de métier, des initiés de métier, dans l'Église catholique, dans la noblesse française, dans les initiations de métier, des tailleurs de pierre, des charpentiers, tous des gens de métier. Qui ont décidé qui ont compris en fait que la tradition bouddhiste et la tradition hindoue pouvaient les aider à restaurer la tradition en France. Et donc il y a eu tout un courant intellectuel qui s'est levé. Et en même temps, au même moment, il y a eu la réponse des Anglais, c'est qu'ils ont créé la Société théosophique pour égarer les gens. C'est-à-dire à partir du moment où la noblesse blanche, les catholiques, par exemple le père l'abbé Henri Stéphane, l'école de traducteurs de Belgique, s'est levé et a dit on va s'appuyer sur les doctrines orientales, le bouddhisme, l'hindouisme et aussi le shintoïsme, le taoïsme, etc., tout ce qui nous vient de l'Orient. On va avoir accès à nouveau à des initiations, à des enseignements métaphysiques et on va restaurer le christianisme et on va restaurer la papauté, on va restaurer l'impérium occidental. Ben, tout de suite, il y a eu une réaction des anglo-saxons. Et la réaction des anglo-saxons, ils sont allés chercher l'autre cinglé, là, la droguée, là, la cocaïnomane de Casari, là, la Petrona Blavatsky, avec Old Scott qui est un pédophile qui avait d'ailleurs été condamné en Inde à la prison. Hein, ça commence. Il y avait déjà ces histoires de pédophilie, de sang d'enfants dans la société théosophique. Et puis, ils ont apporté Alice Bailey, Anne Besant, qui a créé la loge franc-maçonnique du droit humain en France, où il y a les filles Le Pen, hein. C'est ce que dit la Pierrette Le Pen. Elle nous a dit que ses filles, elles avaient été initiées dans le droit humain, qui est la loge de la Lucifer Trust, hein, d'Anne Besant et de toute la clique de la franc-maçonnerie luciférienne en France. Donc mon ancêtre, il était mon aïeul plutôt, parce que je suis pas son descendant, c'est un aïeul, hein, voilà. C'est un aïeul, mais c'est pas un ancêtre. On est de la même famille, mais lui, il est dans une branche qui s'est éteinte parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Mais tout son enseignement, il l'a transmis à l'intérieur de la famille et pas qu'à lui. Et moi, j'ai eu accès à son enseignement, notamment aux livres qui ont été détruits. Et lui, en fait, avec René Guénon, avec d'autres personnes, ils se sont appuyés sur l'islam, ils se sont appuyés sur des brahmanes et ils ont essayé de restaurer la civilisation occidentale. Ils ont essayé de lutter contre l'influence des Khazars et en particulier de la couronne britannique et des familles de banquiers. Et puis ils ont essayé de reconstruire la synarchie en France. Voilà. Mais c'était clair que tant qu'il y avait la République française et qu'on était sous la domination de la couronne britannique, on allait avoir une maçonnerie inféodée à la City of London. On allait avoir la société théosophique avec toutes ses conneries, le spiritisme aussi. Donc tout ça a nuit au rétablissement traditionnel de la France. Donc Saint-Yves d'Alvèdre, il était là, il a joué sa mission, expliqué quelle était la mission des Juifs d'abord, qui ont reçu tout l'héritage de l'Égypte, après quelle était la mission de la France, après quelle était la mission de ce qu'il appelait les ouvriers, c'est-à-dire les tailleurs de pierre, les charpentiers. Lui, il a dit que puisque eux, ils continuaient à travailler avec la matière, avec des règles de mathématiques, ils étaient plus aptes à comprendre le cosmos, l'astrologie, etc., à cause de leur travail sur la pierre et leur travail de charpente. Et que on pouvait reconstruire une société traditionnelle en France en s'appuyant sur les organisations de métiers. C'est-à-dire évacuer la franc-maçonnerie luciférienne et satanique et revenir à une vraie maçonnerie, franc-maçonnerie et une vraie charpenterie aussi avec les maçons de métiers, etc. Et qu'à partir de là, on pouvait remonter quelque chose. Et après, il a parlé de la mission de l'Inde, c'est-à-dire comment, en fait, c'est toutes les traditions spirituelles qui nous viendraient de l'hindouisme avec le Kundalini Yoga ou avec le bouddhisme qu'on arriverait à préparer la venue du grand monarque et à remettre la France dans les rails et éliminer, en fait, toute cette secte de cinglés qui nous a servi depuis l'Angleterre. On sent que les gens tendent, la population de tout milieu, on sent que la population tend de toute façon à la recherche d'un meilleur bien-être physique et mental, car ils sont depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans sous le contrôle des médicaments et s'aperçoivent que leur corps commence à se dérailler, être enrayé, et les gens reviennent vers, effectivement, comme tu dis, ces connaissances orientales, qui viendraient aussi d'Égypte, en fait,
tout est interdépendant, tout est relié les uns les autres. Et en même temps, certains vont dire c'est du New Age. Peux-tu nous dire sur le New Age, le shoaïsme? Ouais, le New Age, c'est pareil, c'est-à-dire les services de renseignement américains. Enfin, en fait, tout le centre, c'est la couronne britannique. La couronne britannique, elle a détruit le califat parce qu'elle avait peur de l'islam. Donc, elle a financé le nationalisme partout. Elle a financé le nationalisme hindou aussi pour détruire tout ce qui pouvait être une synarchie. Ils l'ont détruit partout. Donc, comme ils ont bien vu que les gens, ils étaient paumés et qu'ils voulaient retourner aux traditions spirituelles, il fallait les égarer. Donc, il y avait deux façons de les égarer, soit avec la modernité, avec le capitalisme, d'abord sur la base du nationalisme, où on t'égarait dans le capitalisme ou dans le marxisme, pour après t'amener par les deux au gouvernement mondial, ou de l'autre côté, si tu étais intéressé par la tradition, il fallait te donner une fausse tradition. Donc, la société théosophique et la société spirit, elles ont été là, d'Alan Kardec, elles ont été là pour brouiller les cartes, déchristianiser les gens et leur apprendre des conneries sur la tradition orientale. Tous les livres d'Anne Boulan, d'Alice Bailey, de Blavatsky, il y a des éléments qui sont pris dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, mais c'est une grosse connerie. Par exemple, dans mon livre sur le Reiki Kundalini, j'ai expliqué que Kutumi, en fait, qui était le maître ascensionné, toutes ces conneries, c'était un personnage qui apparaissait dans les Védas, mais que ça avait rien à voir avec tout ce que disait Blavatsky. Donc, elle a pris des éléments à droite et à gauche et elle a vendu une espèce de sauce socialiste ou une espèce de sauce capitaliste pour amener la venue du gouvernement mondial. Et le New Age, il est sur cette base. Le New Age, c'est un mélange de la société théosophique et du spiritisme d'un côté, et de l'autre côté, du freudisme. Donc, Freud, c'est quelqu'un qui s'est fait jeter de son école de kabbaliste parce qu'il était violemment antisémite. C'était un obsédé sexuel qui baisait toutes les bonnes femmes. Il a vu un éveil de Kundalini. Ça s'était mal passé, sa Kundalini est sortie au niveau du ventre. Il est devenu un obsédé sexuel, il s'était promis de détruire le judaïsme, de détruire le christianisme et après de détruire toutes les traditions spirituelles. Jung a continué en diffusant toutes les initiations et ce groupe-là, il a amené à la psychotronique, c'est-à-dire par exemple tout le groupe de psychotronistes de l'armée américaine, c'est tous des Jungiens, des Freudiens, des Reichiens et des gens qui sont inspirés par l'œuvre de Lowen. Donc, à travailler sur ça, sur les champs électromagnétiques, les mémoires, la conscience, etc. Avec l'autre cinglé, là, j'en parle dans mon livre, d'un cinglé qui torturait les vétérans avec l'ancêtre de notre matériel psychotronique qu'on a dans notre téléphone, qui est miniaturisé. Il y avait un cinglé qui s'était amusé à faire ça dans les hôpitaux sur les vétérans, et il a été condamné par les tribunaux. Il a passé 8 ans en prison, le docteur Hadley. Donc, c'était un cinglé, et il a travaillé aussi avec tout le programme MK Ultra, le truc sur les psychotropes, les hallucinogènes, etc. C'est le même groupe de cinglés au sein du FBI et de la CIA. Et donc la société théosophique, elle a été là avec tout ce côté psychotronique pour créer une fausse spiritualité, une spiritualité fake. C'est-à-dire, comme les gens ont vu que la modernité, ça leur plaisait pas et qu'ils voulaient retourner à la spiritualité, il fallait leur fermer le chemin avec des sectes. Et donc, il n'y a pas de secte, en fait. Il n'y a aucune secte qui existe. Tout est créé par des services de renseignement. Tous les gourous, Ron Hubbard, le mec du Mandarum, etc., c'est tous des gens c'était des psychiatres des services de renseignement. Donc, il n'y a aucune secte qui existe. Les seules sectes qui existent, elles sont créées par les services de renseignement, en particulier en France. Le problème des sectes en France, il a été créé par les renseignements généraux. Pour protéger les affaires de pédophilie de l'entourage de Mitterrand, en particulier de Frédéric Mitterrand, et de tout l'entourage de pédophiles autour de Le Pen, de Soral, de Matzneff, tout ça. Il y a tout un cénacle de Parisiens qui étaient pédocriminels, et l'histoire des sectes, ça a été un contre-feu qui a été allumé à la demande de Mitterrand par les renseignements généraux pour faire diversion. Le mec des brigandes, là, Joël Labruyère, il explique très bien, et il s'est très documenté d'ailleurs ce qu'il dit il a vu ça de près, lui, tous ces groupes. D'ailleurs, c'est un ami de Le Pen, donc je pense que dans le domaine de la pédocriminalité, en ayant fréquenté, il faut savoir que les Le Pen, ils allaient en vacances avec Matzneff, donc il semble que Joël Labruyère, en matière de pédocriminalité, il doit en savoir un rayon. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est la jeunesse, on va dire, française, où, comme tu disais, 60% du corps des gendarmes vont aller chercher une Marine Le Pen ou une Marion Le Pen, comme tu dis, pourtant qui bosse sur une secte luciférienne. Et sans savoir, c'est encore le côté beau blond, le blond passe bien à la télé, ça accroche la lumière. Bon, moi je vais pas me teindre la moustache en blond, mais c'est vrai que c'est bluffant de s'apercevoir qu'en fait,
comme toi tu l'exprimes, tu connais en fait ce qui se passe derrière. En fait, tu dis c'est incroyable quoi. Et les gens, ils ont du mal quand même à, grâce à toi, je pense, et à d'autres, ils vont réussir à s'informer. Mais sinon, l'information, ils la trouvent pas, ils la cherchent pas, ils se disent c'est Le Pen, moi je vais voter Le Pen, là dans 2 ans, je vais voter Le Pen. Ça va être extraordinaire. Tu sais, par exemple, quand on donne le discours de Le Pen en 1961, où il dit que les jeunes Algériens, ils doivent venir en France pour se reproduire avec des Françaises, parce que les Français, ils ont les couilles molles et qu'ils n'arrivent pas à faire des gosses, hein, et qu'il invite les jeunes Algériens à venir massivement en France pour féconder les femmes françaises, puisque les Français n'y arrivent plus. C'est Le Pen qui dit ça à la tribune de l'Assemblée nationale en 1961. Son discours, il est à l'INA. Tu tapes discours de Le Pen sur la jeunesse algérienne et on va te le sortir. On le voit avec son œil en moins qu'il a jamais perdu pendant la guerre. D'ailleurs, il a eu une cataracte. Les Le Pen, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie montée par le service de renseignement français et atlantiste. Oh, putain. Merde, c'est incroyable. C'est vrai que comme tu disais, les sectes, il y avait une sorte d'encadrement, c'était Midiluve, je crois, ou un truc comme ça, Midiluve. Et apparemment, en janvier, je crois, ils ont dit on arrête ça sert à rien. Il y avait personne, en fait. T'appelais, il y avait personne, ça te dit, il y avait plus que des ordinateurs. Ils sont en train de nous mettre des ordinateurs partout, en fait. Est-ce que tu conseilles aux gens, justement, de se méfier de cette intelligence artificielle? Sur ce livre, je reviens sur la psychotronie, que tout le monde ait un téléphone portable. Ben, moi, j'ai pas contre avoir un téléphone portable, j'en ai plusieurs, moi. Je suis bien obligé de travailler avec, c'est-à-dire dans la modernité, il faut prendre ce qui est bon. Tu vois, moi, je pense un peu comme Éric Pernoud, tu vois, qui dit, dans le nazisme, tout n'était pas acheté. Oui, et, Hitler, il a construit un État-nation, il a fait des grands projets, il a donné du travail, il a réformé l'économie. Ça, c'est l'aspect positif. Poutine a fait la même chose. Donc, Oui. ça, c'est l'aspect positif du Troisième Reich. Alors après, l'aspect négatif, c'est tout le reste. Donc c'est sûr que dans tout il y a du bon à prendre et il y a du à jeter. Alors ce qui était dans le Troisième Reich, c'est l'économie keynésienne, c'est-à-dire l'État qui donne de l'emploi à tout le monde avec des grands travaux, etc. C'est ce qu'on propose d'ailleurs dans la société synarchique, hein, que l'armée, les grandes infrastructures, elles soient faites par l'armée gratuitement avec les impôts au lieu d'être faites par des entreprises multinationales qui gagnent des milliards dans le BTP. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, on a une armée pour nous défendre, mais en temps de paix, on a une armée comme c'était le cas sous l'Ancien Régime avec Vauban, par exemple, qui construit des autoroutes, qui construit des hôpitaux, qui construit des routes avec un corps de génie militaire. Et ça évite de faire des bénéfices. Ça nous évite d'avoir des autoroutes privées, ça nous évite de payer des entreprises privées. C'est nos militaires, et en particulier les gens qui sont au chômage, qui trouvent pas d'emploi, on leur donne du travail dans l'armée pour construire les infrastructures. Et Hitler, il l'avait compris. En Chine, ils l'ont compris aussi. Les États-Unis, ils l'avaient compris avant. Hitler, il a rien inventé. C'est des méthodes c'est l'économie keynésienne. Il a copié ça partout. Donc ça, c'est un côté positif. Donc dans la téléphonie mobile, il y a un côté positif. C'est l'aspect communication, etc. Par contre, un ordinateur ou un téléphone portable, c'est aussi une pensée artificielle. Et ça peut t'enfermer, ça peut devenir une prison. Ton ordinateur, il peut devenir une prison. Donc tu peux utiliser ton GPS, mais si le GPS il te fait tourner en rond, c'est que tu es un con. Voilà. C'est pareil avec ton ordinateur. Ton ordinateur, il peut t'aider, mais si tu crois que ton ordinateur c'est ton ami, et si t'as pensé si tu deviens esclave de ton ordinateur, c'est que t'as rien compris. Voilà. Donc même dans la pensée artificielle, il y a des aspects positifs qu'il faut pas rejeter. Par exemple, de pouvoir poser des questions à un ordinateur et avoir des réponses. C'est plutôt pas mal, on gagne du temps. Après, si on laisse faire, on a toute une génération qui ne saura plus lire et écrire parce qu'on leur répondra oralement. Donc plus de culture de l'écrit avec toutes les manipulations qu'il y a derrière. Ça fait aussi de croire qu'un ordinateur il va simuler tout, il va simuler des sentiments, il va simuler de l'affect, etc. Donc on n'arrive plus à avoir des rapports avec des êtres humains. On va avoir des rapports avec des ordinateurs et avec des robots qui seront des rapports qui seront parfaits parce qu'ils seront complètement modelés sur nos désirs. On aura des ordinateurs, on aura des robots qui nous feront plaisir en permanence et qui feront de nous des débiles profonds. Voilà. Ça, c'est le danger. Donc, il y a toujours un aspect positif dans tout. Rien n'est négatif en soi, c'est l'usage que tu en fais qui est négatif. Mais c'est pas la chose en elle-même, hein. Une pensée artificielle, c'est pas négatif en soi. C'est l'usage que tu vas en faire. Comme tu expliquais sur le live de Goulam Divine, en fait,
l'intelligence artificielle peut aussi nous faire des accidents de voiture, comme tu dis, nous faire tourner en rond. Tu n'as pas de doigt, tu dis je passe par là. Ben non, le GPS il me dit fais un petit détour comme ça. Ben non, mais c'est là, tu vois bien. Et là, on viendrait à perdre la propre conscience de notre action, de notre corps dans l'action. Est-ce que je dois passer par là? Non, le GPS me dit tourne un petit peu, je vais t'emmerder. T'as un angle droit, ça va être plus difficile. Et comme c'est rapide, l'intelligence artificielle, ça peut supplanter notre intuition ou notre conscience ordinaire jusqu'à nous faire attraper un accident. Bah ouais. En fait, c'est le problème des prothèses. C'est-à-dire, quand tu vois, c'est comme ma tante, elle s'est cassé le fémur et elle a eu besoin d'une canne, tu vois, dans sa rééducation. Alors d'abord, j'ai écouté son kiné. Son kiné m'a dit supprimer une canne et supprimer une deuxième canne pour la forcer à retrouver son équilibre. Alors ma tante, elle était furieuse, tu vois, parce qu'elle aimait bien la canne. Ça lui permet de nous donner des coups sur les fesses, d'allumer les interrupteurs et d'éteindre les interrupteurs d'électricité sans faire d'effort. Voilà, c'était la baguette magique, tu vois. Sauf que il y a des moments, elle a oublié sa canne dans des magasins et elle s'est aperçue qu'elle manquait d'équilibre. Alors un jour, elle m'a dit non, moi je vais refaire ma rééducation. Donc tous les matins, je vais me promener avec elle tous les matins. On passe environ 1 heure sur la plage. On a la chance d'avoir la plage à 150 mètres d'ici, donc derrière la petite colline. Donc je vais marcher avec elle sur la plage et elle a 87 ans, mais elle s'amuse à marcher en équilibre sur des murets et elle a parfaitement l'équilibre. Elle a plus besoin de canne. Et à chaque fois, je lui dis, tu vois, l'effort que tu as fait de retrouver ton équilibre, comme il est payant, comme tu as une vie agréable et comme c'est une vie de con, une vie avec une canne. Mais de temps en temps, elle a envie de prendre la canne parce que ça l'amuse. Ben, je trouve que l'ordinateur, tu vois, ça doit être la même chose. On doit pouvoir s'en passer et quand on en a besoin ou quand on a envie de s'amuser, on peut pouvoir l'utiliser. Mais à partir du moment où tu es devenu dépendant de l'ordinateur, ben, tu l'as dans le cul, en fait. Comme là où ça peut être intéressant, rebondir sur la cuillère et le projet du Rockefeller, c'est-à-dire qu'il y aurait, en fait, après cette couillonnade, il y aurait dans les années à venir une espèce de hacking. Nos réseaux du coup d'ordinateurs seraient éteints, donc on serait bien parce qu'on pourrait du coup être sans réseau, sans information. On serait bien parce qu'on aurait eu les informations grâce à toi et d'autres, ce partage d'informations. Tu l'avais dit il y a plusieurs mois. À un moment donné, vous saurez quand le moment sera venu de lâcher vos ordinateurs, vos téléphones et vous aurez déjà formé en fait des petits plans synarques. On peut l'exprimer comme ça. Ouais. En fait, c'est ce que nous dit. Enfin, moi, j'ai rien inventé. Hein. Tu prends donc, je l'ai mis plusieurs fois en ligne cette nuit. Donc, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur la chaîne Pascal Tréfingui. Non, qui va sortir demain sur la chaîne Pascal Tréfingui, où je reviens en détail sur le plan des Rockefeller. Donc, en 2010, dans Global Research et dans le plan de la fondation Rockefeller, il nous explique qu'il y aura 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de la fermeture de l'économie pendant 3 mois pour liquider toutes les classes moyennes basses et pouvoir déployer la technologie, la 5G, sans avoir de protestation, de le faire de manière autoritaire, c'est-à-dire de cacher les symptômes de la 5G derrière des symptômes de la grippe et de faire peur avec une pandémie mondiale pour dissimuler le déploiement de la 5G. Voilà. Alors, on va essayer de parler de façon codée pour que ta vidéo, elle soit pas strikée. Hein. Le deuxième étape, c'est l'introduction de nanotechnologies qui vont permettre, c'est ID 2020, c'est des technologies. Alors, par exemple, sur le bâton de prélèvement pour le virus, eh bien, en fait, il y a des nanotechnologies au bout. On va te les mettre dans le nez, et même il y a les journaux ont montré que les bâtons de prélèvement, ils étaient infectés au coronavirus. Donc, ça veut dire ce que nous disait le président de Tanzanie. En fait, il jamais s'agit d'un test. Il s'agit de l'implantation de nanotechnologies dans le nez, voilà, des personnes qui feront le test. Voilà. Et c'est ce qu'on vous prépare, en fait. Parce qu'en réalité, il y a eu des chimères qui ont été créées et implantées à plusieurs personnes, mais ce qu'ils veulent, c'est vous obliger à vous dépister pour avoir votre prochain passeport, ou si vous avez peur, hein, ça sera toujours volontaire. Ils vous forceront jamais, ça sera toujours volontaire, hein. Mais si vous faites pas ce qu'ils disent, vous aurez des emmerdes. Mais ça sera toujours volontaire. On va pas vous mettre un pistolet sur la tempe pour vous dire de le faire, mais on va vous mettre en condition pour que vous l'acceptiez. Voilà. Et donc, toutes les nanotechnologies avec le bâton dans le nez, ça, c'est la deuxième partie du programme. C'est ce qu'ils appellent Smart Together. Alors, Smart Together, ça veut dire intelligent ensemble. Ça veut dire que vous allez être des individualistes complètement tarés, hein, parce que c'est des satanistes. Faut voir l'envers. La troisième étape, c'est un hacking mondial. Donc, ils vont hacker tous les ordinateurs du monde avec un virus et ils vont accuser les Russes.
Voilà. Donc ça, c'est acté. Hein. Vous allez dans le document de la Fondation Rockefeller, c'est écrit noir sur blanc. Et la quatrième phase, c'est une famine mondiale. Donc ils veulent organiser pour 2027 une famine mondiale. C'est ce qu'ils appellent the Third Green Revolution, la troisième révolution verte. Et donc ils veulent créer une famine totale mondiale dans les années à venir pour en 2027 imposer un contrôle mondial de toutes les semences sous forme d'OGM et l'interdiction totale d'avoir un potager, etc. Donc, si vous ne croyez pas, vous allez dans le document de la Fondation de Rockefeller, tout est expliqué, y compris les réactions que vous allez avoir, c'est-à-dire la guerre, le moutonnage, la guerre civile, les attentats, les protestations, etc. Tous les types de comportements que vous pouvez avoir, ils les ont déjà planifiés. Le seul truc qu'ils ont pas planifié et qui les fait chier, c'est la mouche du coche. Alors ça, c'est le truc qui va les emmerder le plus, parce que pour eux, c'est ingérable. C'est-à-dire, c'est la guérilla individuelle. C'est-à-dire, on leur dit oui, mais on fera comme on veut. Voilà. Et on met de la mauvaise volonté pour faire tout, et on les fait tourner en bourrique. Et ça, pour eux, c'est le plus grand danger, c'est que comme ils nous prennent pour des cons, qu'on les prenne pour des cons. Ça, c'est le truc dont ils ont le plus peur. On pourrait dire que je suis dans le thème avec ce fameux gilet vert de 2027. Et c'est mon général, mon colonel, veuillez aller vous faire vacciner. Non, vous allez passer au tribunal. Poinçon, hop, on tape sur la viande, on ramollit la viande. Donc voilà, bon, vous avez compris, ce live, c'était pour vous donner un aperçu du futur 2020-2027. Déjà 1 heure de live, je pense. Je pense que Pascal n'a pas dormi depuis 2 jours. Je suis aussi très fatigué. On va peut-être rester. Certains voudraient que Pascal nous parle de Serge Monast. Ouais. Alors Serge Monast, c'était un journaliste international québécois qui a été assassiné 6 mois après une émission très importante qu'il a fait sur ésotérisme expérimental. Alors ésotérisme expérimental, maintenant ça s'appelle Vidéorandia. Donc vidéo comme une vidéo et le O est commun, c'est Orandia. Donc j'ai fait une interview cette semaine il y a une petite partie qui est déjà en ligne. Il faut s'inscrire sur les Québécois, ils y sont habitués. Il faut s'inscrire sur le site de Vidéo Orandia pour avoir accès à l'interview qui dure environ 3 heures. Alors j'ai rien dit que vous savez pas, hein, donc c'est juste pour informer le public québécois et le public canadien. Donc, par rapport aux gens qui sont habitués à ma chaîne, voilà, vous n'aurez pas tellement plus d'informations, voilà. Mais en fait, ce que je vais vous annoncer, c'est que le mois prochain, je vais avoir un live avec Guylaine Lanctot de Personocratia, donc sur Vidéo Orandia, donc avec Richard Glenn. Vous savez, c'est mon idole, hein, je l'adore, hein, c'est mon idole d'enfant. Donc Richard Glenn a proposé à Guylaine Lanctot, de faire un live ensemble sur la chaîne Vidéo Orandia. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va être ensemble pendant 3 à 4 heures d'antenne où on va discuter non-stop de retrouver sa souveraineté en tant qu'individu et surtout des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas utiliser les banques? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas payer des impôts? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger des chemtrails? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de la psychotronie? Guylaine, elle a fait 8 livres qui sont des manuels pour sortir du nouvel ordre mondial. Donc, vous allez sur le site personocratia.org et là, vous avez 8 manuels qui sont pas chers du tout, qui sont à décharger, où Guylaine, qui a travaillé dessus pendant 8 ans, hein, vous savez, elle a été en prison, ils ont essayé de l'assassiner, elle a échappé à tout, elle a été en prison aussi, elle aussi. C'est médecin. Ouais, elle était médecin, elle était connue partout aux États-Unis, elle avait des cliniques partout qui traitaient les problèmes de circulation dans les jambes. Et elle a découvert une méthode pour guérir les gens qui avaient des phlébites et qui avaient des problèmes de circulation. Et donc, les laboratoires lui ont dit, ou vous développez une machine et elle coûtera au moins $25,000, ou alors on vous bute. Voilà. C'est sur quoi je travaille, la circulation des jambes et tout ça. Il faut savoir que ça rapporte des milliards aux laboratoires pharmaceutiques. Donc, elle leur a fait comme ça. Alors, ils ont monté une cabale contre elle. Elle s'est réfugiée elle était dans comment ça s'appelle, une réserve d'Indiens. Et là, elle a découvert la vérité sur la vaccination. Parce que les Indiens lui ont dit, ils sont en train de nous pulvériser avec des avions comme des mythes ou comme des ancêtres. Et par la vaccination, ils sont en train de nous intoxiquer. Et pour elle, ça a été un choc. Elle a enquêté sur ça. Elle a parlé avec des virologues et avec des microbiologistes du monde entier. Et elle a découvert le poteau rose. Elle a écrit un livre qui s'appelle La Mafia médicale. Et après, donc ils ont décidé de l'amener au tribunal, de la juger pour lui interdire d'être médecin.
Et 10 jours avant de passer au tribunal, elle a renoncé à être médecin. Elle a dit, je ne serai plus médecin, inscrit dans le Conseil de l'ordre, je serai un médecin libre. Et si vous voulez me mettre en prison, mettez-moi en prison, je m'en fous. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont continué le procès sans elle. C'est-à-dire, alors qu'elle était plus médecin, ils ont continué à faire le procès comme si elle était là. Voilà. Des dingues. Et alors, ils ont tout déballé. C'est-à-dire qu'il y avait des groupes de Reiki qui s'étaient fait autour. Ils pulvérisaient des quintessences du Dr Bach pour que les gens disent la vérité. Il y avait des cercles de lumière qui s'étaient faits des pratiquants spirituels et des croyants. Et le tribunal est devenu complètement dingue. Ils se sont mis à tout déballer, c'est-à-dire le Big Mac qui donne des cancers, la téléphonie mobile. Tout a été déballé sur la place publique. Les mecs, ils ont complètement pété les plombs. C'est-à-dire, ils ont voulu lui faire son procès à elle et la ridiculiser, mais en fait, elle avait fait venir des interlocuteurs du monde entier, des virologues, vraiment des pointures dans leur métier, des prix Nobel. Mais en fait, comme elle a décidé de se casser, de plus assister au procès et de démissionner de son job de médecin, de devenir un médecin libre, plus un médecin conventionné inscrit à l'ordre des médecins, de pratiquer comme elle avait envie. Ils ont continué le procès sans elle, mais ils avaient déjà préparé leur dossier pour la ridiculiser, mais ils ont sorti tout, les chemtrails, la vaccination, la nourriture qui donne des cancers. Les mecs, ça a duré des semaines, des mois. Ils ont tout déballé eux-mêmes, de A jusque Z. Le public, à la fin, la télévision, elle couvrait même plus. Donc, elle a écrit, il y a sa copine Mado qui a écrit un deuxième livre qui s'appelle Le procès de la mafia médicale. Je vous conseille de le lire. C'est des livres qui coûtent pas cher, qui coûtent 10 €. C'est à se pisser dessus. Alors, au final, elle a découvert que dans le monde entier, il n'y avait aucune obligation légale de payer des impôts, de faire des déclarations d'impôts. Notamment au Canada et aux États-Unis, on n'est pas obligé de faire des déclarations d'impôts. C'est-à-dire l'impôt sur le revenu, c'est un impôt illégal au Canada et c'est un impôt illégal aux États-Unis. Il y a des millions d'Américains qui ne font plus de déclaration d'impôts, qui ne payent plus d'impôts. C'est la même chose au Canada. C'est anticonstitutionnel de payer des impôts. Les Rockefeller, les Rothschild, tous les Illuminati, il n'y en a aucun d'entre eux qui paye un seul centime d'impôt. Zéro. Et maintenant, elle a lancé ça au Canada, donc les gens ne faisaient plus de déclaration d'impôts, ne payaient plus d'impôts, alors ils ont décidé de la foutre en prison. Et comme ça a commencé à remuer, ils ont décidé de la foutre dans un hôpital psychiatrique, une prison hôpital psychiatrique. Ça n'a pas fonctionné. Le pire, c'est que quand elle était en prison, il y a des travaux qui étaient faits à l'intérieur de la prison. Ils ont ouvert la cour de promenade. Les ouvriers ont laissé la cour de promenade ouverte. C'était un piège pour qu'elle se casse aux États-Unis ou ailleurs. Mais elle est restée sagement dans la prison à attendre, mais tous les détenus se sont fait la malle. Ça a été un désastre. À chaque fois qu'ils ont essayé de la ridiculiser, en fait, ça a été un désastre. Mais vraiment, lisez la mafia médicale, ça vous explique tout le système de Big Pharma et l'imposture du David 27. Désolé David. Hein. Voilà. On est obligé de parler codé, voilà. Elle prépare d'ailleurs tout ce qu'elle nous dit sur la 5XXXXG. Ça apparaît déjà dans son livre. À débat, elle nous explique la fondation Rockefeller, l'emploi. Le livre, il est sorti en 94. Putain, j'ai 14 ans. Ouais. Et elle a travaillé avec Claire Sévrac. Claire Sévrac, elle s'est appuyée dans Complot contre la santé. Elle s'est appuyée sur le travail de Guylaine Lanctot. De Guis, en fait. Elle s'appelle Guis. Son vrai prénom, c'est Guis. À l'époque, c'était son nom d'état civil, c'était Guylaine Lanctot. Maintenant, elle s'appelle Guis. Voilà, Guy. Et donc, dans le profil de la mafia médicale, vous avez toute la façon dont l'ordre des médecins québécois et les autorités québécoises et canadiennes se sont ridiculisés et ont tout déballé. Et tout de A jusque Z. Les nanotechnologies, les cristaux liquides dans les vaccins, ils ont tout déballé de A jusque Z en pensant la ridiculiser, sauf qu'en fait, ils ont tout dit. Voilà. Et donc après, il faut suivre. Après, elle a écrit ses 8 bouquins avec Mado et puis avec David, qui sont très intéressants parce que c'est les solutions. C'est-à-dire que les solutions qu'on a pour sortir du gouvernement mondial, elles sont là. Elle a écrit 8 livres qui te permettent dans tous les domaines de ta vie, dans la santé, dans les finances, avec ta voiture, au quotidien, avec tes voisins, etc. Comment fonctionner sans la mafia Khazar et en fait leur couper les vivres. C'est là qu'on va aborder le sujet finalement, sujet de fin, optimiste et positif. Quand la lumière en fait passe à travers l'ouverture d'une porte, qui donne sur une pièce sombre, la lumière en fait dissipe ce voile en fait d'obscurité et permet en fait de pouvoir nous donner le chemin sur lequel avancer.
Alors on se dit que grâce à toi et d'autres lanceurs d'alerte, vous avez mis un peu la lumière dans une pièce, une chambre qui était la France, qui est, je pense, pour moi, un peuple témoin, un peuple de cobayes, que moi je fais un élevage de cobayes, comme tu le sais. Ouais. J'essaye de voir comment ils peuvent survivre sans manger. La vie est difficile. Et je pense que la lumière, justement, triomphe toujours sur les ténèbres, sur l'obscurité. Et ça nous ramènerait, en fait, à la religion. Parce que tu parlais, chacun garde sa religion. Et de se dire que cette dame qui a été au tribunal, cette docteure qui a été emmerdée, était-elle protégée par une divinité? Avait-elle une forme de croyance? Est-ce que les anges gardiens existent pour protéger un docteur comme ça, une petite bout de femme qui ose parler du haut de sa montagne du Québec, qui vient de Charente, qui a été au Québec là-bas, une Canadienne? Alors, tu vois, ce qui est très marrant, c'est que Guylaine, je sais plus si son père ou son grand-père, il était pharmacien et il était herboriste. Donc, il était pharmacien herboriste. Et en fait, il a dû fermer son herboristerie parce qu'en fait, donc il faut savoir que la fondation Rockefeller, la première chose qu'elle a fait, c'est le rapport Flexner. C'est un rapport qui a été fait dans les années 1930 et qui conduit à la fermeture de toutes les herboristeries, voilà, de toutes les pratiques naturelles, parce qu'il voulait une médecine chimique qui rendrait les gens malades et qui les exterminerait. Donc elle, ses ancêtres, enfin son grand-père, je crois que c'est son grand-père, il a déjà été persécuté, notamment par une loge locale qui appliquait toutes les instructions en fait du nouvel ordre mondial et de la fondation Rockefeller à partir du rapport Flexner, qui était un traître, un sénateur américain, qui avait fait un rapport où il avait conseillé de fermer toutes les écoles de médecine naturelle et de tout orienter sur la médecine chimique à coups de pilule. Donc, quand tu regardes le thème de naissance de Guylaine, tu vois tout à fait que c'est une missionnée, c'est une personne qui est là pour délivrer un message. Elle a un thème qui est tout à fait remarquable. Et moi, je me suis jamais inquiété pour elle. Quand elle était en prison, je priais beaucoup pour elle. Je lui ai fait beaucoup de Reiki à distance. Et elle a dit à Mado, dis à Pascal d'arrêter, c'est bon. Je baigne tellement dans l'énergie, dans la lumière, qu'il m'arrivera rien. Il m'arrivera rien. Et c'est un truc qu'on doit se mettre dans la tête à nous tous, c'est que ils ne gagnent parce qu'ils arrivent à nous faire peur. Quand on arrête d'avoir peur, ils n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Aucun, zéro, en tout cas beaucoup moins. Tout fonctionne avec la peur et l'intimidation. C'est là que ça met une espèce de force d'optimisme, une espèce de se dire, de joie de se dire, bah écoutez, tout n'est pas perdu. Moi, j'aimais ça quand je t'ai vu apparaître sur YouTube. C'est attention, on vous a un petit peu tronqué le truc, l'histoire. Il n'y a pas eu que du Dieudonné et du Soral. Attendez, je vais vous récapituler vite fait comment ça s'est passé. Et tes premières vidéos étaient excellentes. Comment tu arrivais à résumer tout ça? Je me suis dit, mais il faut tout noter sur papier. Et en fait, non, bah, c'était déjà dans tes livres, effectivement. Et c'est vrai qu'on peut dire que l'intelligence artificielle, les ordinateurs, tout ça, c'est intéressant. Le côté positif, c'est qu'on peut faire ce live ce soir. Et je vais pouvoir parler aux gens de l'armoise, genre Artemisia, armoise composée. Donc l'artémisia, je pense que ceux qui suivent ici ce live sont des résistants, sont la résistance, et savent que l'armoise, l'artémisia, c'est une plante qu'ils ont entendue ou lue dans les chats depuis plusieurs semaines. Donc le genre Artemisia, c'est l'armoise. C'est une plante qui était utilisée dans le vinaigre des 4 voleurs. Les moments de la peste était quelque chose de beaucoup plus violent que notre couillonnade, ce Dovid 22. L'Artémise était la sœur et l'épouse du roi de Carie-Mosol, auquel elle succéda lorsqu'il mourut en 353 avant Jésus-Christ. Elle fit construire à sa mémoire un tombeau monumental, le mausolée, qui fut l'une des 7 merveilles du monde, très versée en botanique. C'est en son honneur qu'on donna son nom à un ensemble d'environ 200 plantes, dont la plupart sont aromatiques. C'est à ce groupe qu'appartient notamment l'armoise commune, l'absinthe, le génépi, et d'autres espèces couramment désignées sous le terme générique d'armoise. Leurs vertus médicinales ont été découvertes dès l'Antiquité. Dans l'ancienne Grèce, Dioscoride recommandait l'absinthe pour lutter contre les vers intestinaux. Aujourd'hui encore, les Chinois s'introduisent dans les narines une feuille d'absinthe roulée pour arrêter un saignement de nez. Le feuillage argenté de cette plante est en outre très décoratif et s'intègre avec bonheur dans un bouquet séché.
Bien que moins aromatique et moins décorative, l'armoise commune n'en a pas moins ses lettres de noblesse, elle aussi. À l'époque druidique, elle faisait partie des 9 herbes que l'on offrait rituellement aux dieux. Plus tard, elle fut célébrée par le poète Rutebeuf et utilisée par Ambroise Paré. Les traditions populaires de nos provinces lui accordent une place de choix. Il était d'usage d'en jeter une brassée dans les feux de la Saint-Jean, et on lui accordait notamment la propriété de guérir l'épilepsie et la danse de Saint-Guy. Ce qui est très intéressant dans ces plantes, c'est qu'elles sont très anciennes, 353 avant Jésus-Christ. La médecine chinoise, elle a plus de 5000 ans. On a vraiment de la puissance gratuite, j'ai envie de dire. Est-ce que tu l'as acheté 5 € ou tu fais une bouture à ton ami? On a des plantes extrêmement puissantes qui nous viennent d'Égypte, d'Afrique du Nord, que les gens de Madagascar utilisent. Juste 2 secondes, puisque tu parles de l'Artémis, il y a une plante qu'on a tous dans le jardin et qu'on prend pour une mauvaise herbe, qui est le plantain. Donc, il y a une personne au Brésil que je connais, qui est une amie, qui est herboriste d'ailleurs, qui a une herboristerie, et qui m'a dit que pour soigner le David 27, donc vous savez de quoi on parle, eh bien, elle a utilisé le plantain, parce que le plantain, c'est une plante qui est reconnue pour ses effets anti-inflammatoires, anti-infectieux, qui guérit toutes les affections respiratoires comme la bronchite, la grippe ou le rhume, et qui soigne particulièrement les muqueuses de la bouche et du larynx et tout le conduit intestinal en rétablissant le microbiote. Et donc, vous savez que moi j'ai été atteint donc par cette grippe. J'avais reçu donc mon livre avec un couteau et des excréments avec un papier cellophane autour. Je l'ai ouvert, je l'ai foutu à la poubelle. Visiblement, c'était ciblé, quoi. Voilà. Donc, dans les 3 semaines qui ont suivi, même pas 15 jours qui ont suivi, j'ai eu tous les symptômes de la grippe qu'on nous décrit. Alors, on avait aussi la 5G qui était en route à côté, donc ça peut être lié aussi. Les deux peuvent être connexes. Donc du coup, moi, j'ai utilisé tout de suite le plantain puisque cette dame m'avait fait une décoction. Et dans la nuit, en fait, j'ai eu un rêve, en fait, et je voyais en fait mon corps avec les 7 chakras et des plantes. Et ça allait de la betterave jusqu'à la couronne d'ail. Et en fait, dès le matin, en fait, j'ai fait un cocktail. Donc, j'ai une centrifugeuse KitchenAid, tu sais, qui va très très lentement, qui est vraiment un extracteur de jus qui s'échauffe pas. Donc, j'ai commencé avec la betterave, les carottes, des oranges. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Des kiwis, de l'oignon et de l'ail. Il y avait encore un autre truc dans mon rêve que j'ai mis un peu d'ananas la première fois. Et des citrons. Et donc, j'ai passé ça dans ma centrifugeuse, j'ai fait 1 litre. Moi, ça m'a soigné tout de suite. En moins de 3 jours, j'étais sur pied. Ma tante, c'était en 24 heures. William, il a son cousin donc qui est mort de la grippe à Sao Paulo. Il est d'origine asiatique, mélangé indien-asiatique. Lui, il était fou. William, il était fou d'inquiétude. C'était psychologique. Il allait mourir du David 27. Et puis, quand il a commencé à avoir les symptômes, il m'a proposé il m'a demandé de l'argent pour aller dans un hôpital privé, pour pas aller dans l'hôpital public qui est en mauvaise réputation. Et je lui ai dit non, je te prêterai pas d'argent pour aller dans un hôpital. Ou tu vas à l'hôpital public et c'est gratuit pour toi parce que tu as la sécurité sociale. Ou alors, tu as une autre formule, c'est de te soigner comme moi. Donc, je lui ai fait exactement le jus. Donc, on n'a pas fait le plantain cette fois-ci, on a fait le jus. Et puis, en 24 heures, il était complètement désinflammé. Et le lendemain soir, il était à nouveau au travail, alors qu'il était paniqué, il était en insuffisance respiratoire, etc. Alors je sais que David Maison du Pain va encore nous faire une blague sur le sujet, c'est pas grave, je l'utiliserai encore. Voilà. Voilà. Quand j'ai discuté avec donc un copain, j'ai des médecins dans ma famille et le médecin de ma famille m'a dit ce virus il attaque le microbiote. C'est clair. Ce problème d'insuffisance respiratoire, ça peut être lié effectivement à la 5XXG, mais ça peut être aussi des chimères qui ont été créées en laboratoire. Mais en tout cas, c'est très certainement, puisqu'on dit qu'il y a un lien avec la chauve-souris et le pangolin, c'est certainement dû à des enzymes digestives. Donc, c'est très certainement un virus qui va mettre 15 jours d'incubation parce qu'il va d'abord attaquer au niveau intestinal et notamment, il va détruire le microbiote. Et lui m'a dit, il y a un médicament qui est très efficace lorsque le microbiote est attaqué. C'est un médicament qu'on donne aux dingues dans les hôpitaux psychiatriques. Donc sans doute David en a pris, notre ami en a pris quand il était en HP. Ce qui s'appelle du Largactil. Et le Largactil, en fait, c'est un dérivé du chlore. Donc moi, j'ai fait l'essai de prendre donc une toute petite quantité d'eau de javel, mais vraiment toute microscopique dans un verre d'eau pour voir si ça avait de l'effet. Et c'est vrai que ça a un effet
C'est bien connu d'ailleurs, hein, quand vous avez des problèmes avec le microbiote, vous allez prendre des antibiotiques. Après, il faut réensemencer, mais au cas où vous avez été intoxiqué, par exemple, mettre les mains dans de l'eau javélisée, par exemple, c'est quelque chose qui est connu. Ça agit sur la peau et ça agit aussi au niveau intestinal en détruisant le microbiote. Alors après, il faut réensemencer. C'est pas un conseil médical. Je vous dis juste ce que j'ai découvert et je rapporte ce qu'on m'a raconté. Je vous dis pas de le faire, effectivement, évidemment. Je vous dis que ça existe, c'est tout, et qu'on m'en a parlé. Donc moi, j'aime bien expérimenter. J'ai expérimenté sur moi. Et je me suis aperçu que, en fait, ça a bien fonctionné aussi. Donc du coup, Barakashi a dit, il dit qu'il faut aller assassiner des policiers, il dit qu'il faut prendre de l'eau de javel, il dit qu'il faut se mettre une cuillère dans le cul. Alors, j'ai quand même des amis à la police française. Je me suis renseigné pour savoir s'il y avait eu un écho de l'invitation de David Maison du Pin à ses internautes d'aller le dénoncer dans les commissariats. Il y a évidemment aucune personne qui a eu assez de couilles pour le faire. Et d'ailleurs, elle serait inculpée soit pour insulte à agent, elle serait poursuivie pour dénonciation calomnieuse et ça peut aller extrêmement loin. Donc, je conseillerais à David Maison du Pin de s'introduire une cuillère dans l'anus qui lui permettrait d'être moins psychotroné et d'arrêter de nous raconter ses conneries et de faire ses délires sur Internet parce que ce qui s'appelle soit pas, c'est qu'il est un gogol qu'utilisent les services de renseignement pour faire du harcèlement. Alors, quand il en aura assez d'être un pion, peut-être il a qu'à essayer de se mettre une cuillère dans le cul. Il a qu'à prendre aussi du Largactil. Ça lui soignera ses pathologies mentales. Ça lui évitera d'aller en hôpital psychiatrique puisqu'effectivement, il a une demande d'internement administratif qui a été introduite auprès du préfet et auprès du procureur de la République. Et il est très connu des services de police pour son délire, notamment sur 5 hommes politiques et sur les vidéos qu'il a fait où il s'est présenté comme le Christ et il nous a dit qu'il était sur Terre pour assassiner un certain nombre de personnes, dont toi et moi, hein, puisque il doit nous détruire, puisqu'il est là pour sauver l'humanité. Alors David, mets-toi une cuillère, hein, prends du Largactil, ça soigne très bien et surtout disparaît de YouTube, disparaît d'Internet. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour l'état mental dans lequel tu es, va t'occuper des chevaux de la personne chez qui tu vis, encaisse bien ton RSA, et puis surtout lâche-nous les couilles parce qu'on a autre chose à faire que de s'emmerder avec un tétard de ton espèce. En tout cas, tu nous as bien fait rire, hein, voilà. Et merci pour la publicité que tu nous fais. Il y a rien de mieux que l'opposition contrôlée. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on te contrôle parfaitement. Voilà. On s'attend à tes réactions et le produit à volonté. Quand j'ai dit que tu étais une femme, d'ailleurs, ça t'a fait péter des plombs. Et quand j'ai demandé à un ami d'aller sur son site et de donner ton nom, eh ben ça t'a forcé à sortir et de répondre à ma demande de live. Voilà. Bien entendu, il est hors de question de faire un live avec toi. Je t'en ai proposé un sur Who Am I Divine et tu l'as pas voulu. Tout simplement, je vais te dire pourquoi. Parce que t'as pas les couilles de faire un live ni avec moi, ni avec Docteur Nature Vivante. Tu n'es qu'un petit mec enfermé dans sa campagne devant son ordinateur qui se tape des délires avec ses 3 losers de copains qui sont sur le territoire, qui rient comme des baleines parce qu'ils sont aussi incultes que toi. Et que t'as pas de couilles pour nous affronter dans un live, et quand on te propose un live, eh ben tu te barres la queue entre les pattes, comme d'ailleurs, je vais vous dire, il y a 25 personnes qui m'ont proposé des lives, et sur 25 personnes, il y a que 2 personnes qui ont eu les couilles de m'affronter, c'est Professeur Pom-Pom, et ben David, on est copains, donc c'était pas m'affronter. Et puis il y a Los Locos qui me l'a proposé, je suis allé chez lui. Donc généralement, tous les gens qui aiment bien me ridiculiser sur Internet, comme par exemple l'imam sans tête, hein, le mec il est bien, hein. Il fait des vidéos sur moi, mais il montre pas sa tête, ce qui prouve bien qu'il a pas de cerveau, le mec. C'est l'imam sans tête, tu vois. On voit ses gros doigts, mal manicurés. Il nous raconte son histoire, mais il a pas de tête. Voilà. Avec mon copain Xavier, on l'appelle l'imam sans tête, tu vois. Voilà. Donc voilà à peu près le public qu'on a en face. Moi, je suis tout à fait d'accord de faire des lives avec tout le monde, même des gens qui ont 5 abonnés sur leur chaîne. J'en ai strictement rien à faire. Au contraire, ça me fait plaisir. Quand j'ai du temps, c'est volontiers. Surtout s'ils font un travail intéressant comme le tien, David, ça me permet de les promouvoir et de les faire connaître aux internautes qui sont assez gentils pour venir sur ma chaîne. Mais évidemment, on a en face de nous des gens qui essayent puisque leurs vidéos sont monétisées, de faire du fric en utilisant ton nom, mon nom, celui de Alixator, celui de Los Locos, etc. Parce qu'à la base, c'est quand même des frustrés. Mais David, pas toi, hein, mais l'autre David, s'il te plaît, David, essaye la cuillère, prends un petit Largactil ou un ton Zyprexa, je t'assure, tu iras beaucoup mieux. Tu auras beaucoup mieux. Hein. Vraiment, vraiment beaucoup. Par rapport aux mangeurs de frites belges, nous allons aborder un sujet. J'ai vu dans le chat défiler que tu serais trop œcuménique et que seul le Christ
t'autorise d'aller au paradis? Peux-tu nous parler de ça, des gens qui sont très catégoriques comme ça, qui te disent tu ne crois pas assez en Christ? Et moi je dis ben non, moi je suis plutôt shivaïste, ou enfin j'aime bien être les mecs qui ont des grosses rastas pleines de cendre à poil dans le Nil qui se baladent dans les... Que peux-tu nous dire sur le Christ, Alors, alors d'expérience, je sais une chose, c'est que les homophobes, c'est bien souvent des pédés refoulés. Les gens qui veulent convertir les autres à tout prix à leur secte, c'est généralement les gens qui ne sont pas assez convertis de l'intérieur, donc ils ont besoin d'être convertis à l'extérieur. C'est-à-dire quand on est sûr de ses idées, on n'a pas besoin d'avoir un comportement sectaire, c'est-à-dire que les autres pensent ce qu'ils pensent. Voilà. Donc il est chrétien, il vit sa foi chrétienne, qui vivent parfaitement sa foi chrétienne et qui témoignent de tout le bonheur et tout ce que ça lui apporte d'être chrétien. Et le fait d'incarner en lui le témoignage de Jésus et la vie de Jésus, ça nous invitera à être chrétiens. Mais quelqu'un qui vient sa Bible à la main me faire les témoins de Jéhovah, ben je suis désolé, mais j'ai pas vu l'accident. Voilà. Alors comme tu le sais, je suis de la même famille des Bouches. Je m'appelle Bouche en français, hein, Buisson. Ouais. Alors, ai-je un lien de parenté avec les Bouches? Je ne pense pas. Je n'ai pas travaillé la CIA. Et du coup, je m'amuse à jouer un personnage. Au début, je n'avais pas dit mon nom et mon prénom, mais en fait, quand tu t'aperçois que les trolls, ils sont contents de dire ça ou pas, c'est très très drôle. Je m'en suis aperçu dès le début. Et là, tu les mets en rage juste en disant que ton nom de famille, c'est Dieu, étymologiquement. Le mec, il se dit, lui, il prend ça au sérieux, il se dit, mais lui, il se prend, c'est un vrai pervers narcissique. Mais en plus, le pervers narcissique, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est un slogan freudien. En fait, il y a des gens pervers, oui, bien sûr, la perversion, ça existe. Mais narcisse, c'est l'archétype de l'initié. Donc, utiliser le mot narcissique, ça prouve vraiment que le mec, en matière d'ésotérisme, en matière de gnose, en fait, c'est une bille, quoi. Déjà, à la base, d'utiliser une dénomination freudienne, et puis aller nous expliquer les 4 machins de Jung à partir du Seigneur des Anneaux. Mais franchement, il est sérieux, le mec. David! Allez, viens prendre ton largactyle. Allez, viens prendre ton petit Zyprexa, tu iras mieux, va. Ça va passer. Respire, ma poulette, respire. T'es pas un peu pédé refoulé sur le bord, parce que généralement, les homophobes, c'est qu'ils ont peur d'avoir une bite dans le cul, hein, parce que les vrais hétérosexuels, ils sont jamais homophobes. Hein. Ils s'en branlent. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé quand t'es arrivé sur YouTube, c'est justement, tu as permis de donner une autre image, un autre regard sur, putain, le mec, il se disait, tu sais, il y avait comme un espèce d'égrégore qui se disait, putain, tous ces francs-maçons, ils sont complètement cons. Putain, les juifs, putain, et puis les PD, regarde à Paris, ils prennent de la coke. C'est le sketch de Dieudonné, tu sais. Et toi, t'es arrivé sur la toile en donnant un petit peu des bases historiques de ce qui s'est passé, des bases historiques sur qui tu étais. Et puis merde, t'as tous les panneaux qui clignotent, les mecs, ils sont là, ils font une dissonance cognitive, certes. C'est comme s'ils avaient mangé 40 cerises d'un coup avec les pépins, ils sont là, les noyaux, c'est trop chargé pour eux. C'est ce que t'avais dit tes camarades. Tu sais, mon père, c'est une vieille famille d'Aristo. C'est pas le côté de ma mère, c'est la famille de mon père, hein. C'est l'aristocratie bretonne depuis le 9e siècle, hein. Voilà. Mon père, il m'a dit, tu te présentes comme juif, tu te présentes comme franc-maçon, tu te présentes comme PD, et tu te présentes comme étranger. C'est pas sur YouTube que tu devrais aller, c'est sur France 2. Ouais, salaud. Et ben tu vois, n'empêche que les gens ils en sont aperçus que les juifs c'était pas ce qu'on raconte, les francs-maçons c'était pas ce qu'on raconte, les PD c'est pas forcément ce qu'on raconte, et les étrangers c'est pas forcément ce qu'on raconte. Et que si en France, d'ailleurs, moi ça me fait rire. Moi je peux dire que je suis un Français de souche par mon père parce que j'ai mon pédigré écrit au moins depuis le XIIIe siècle, tu vois. Donc, quand on me dit oui, moi je suis Français de souche et qu'on s'appelle Fellini ou Antunes, etc., ça me fait bien rire. Hein. Tu vois le pédigré des électeurs, tu vois le pédigré des élus et des électeurs du Front National. Franchement, il faut pas manquer de culot dans la vie. Hein, voilà. Ça, c'est pas grave, c'est des Français de souche. Hein, voilà. Bon, enfin, c'est pas grave. De toute façon, les plantes, ça se repique. Alors, une souche, ça se met où on veut, en fait. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais enfin, ça me fait bien rire, quoi, me faire la leçon sur la nationalité française et la culture française par des gens qui sont des 2e ou des 3e générations d'immigrés italiens, espagnols ou portugais, qu'on vienne me faire la leçon à moi. Je trouve que quand même, il faut pas manquer de culot. Hein. Voilà. Enfin, c'est comme ça. C'est ça qui est intéressant aussi sur cette intelligence artificielle, ces ordinateurs, c'est qu'on a aussi à peu près la même population qui est dans la rue et on peut
plus ou moins s'affronter, mais avec plus ou moins de courage ou de lâcheté. Certaines personnes qui sont bien cachées derrière leur truc, qui trafiquent leur voix, c'est comme l'histoire très grave qui t'est arrivée quand on t'a accusé d'un meurtre, putain, et que, putain, tout, fait qu'ils ont arrêté ça a été filmé après d'entrer l'accusé, ils ont interdit le truc, on peut même plus le regarder sur Internet. La psychotronique, t'avais défini sur Wikipédia, il n'y a plus d'accès. Et les mecs sont encore en train de te dire, mais Pascal était, mais tu te rends pas compte, toi, docteur nature vivante, tu essayes de parler des pédocriminalités pour attirer du chaland vers toi. Et parce que le mec était sujet à ça enfant, en fait. Non, moi, j'étais le seul à avoir pris le témoignage du docteur Coadou, docteur de Bordeaux, qui milite depuis 15-20 ans sur tous les médias. Bah, j'ai fait ça, j'y étais. C'est pas Stade Maillot, c'est le Squarneck. On est monté d'un cran et je me suis pris pour un journaliste. Apprendre à m'informer. J'informe et j'informe les gens. Je m'informe et je partage. Et pour ça, j'attire le client. Non, je voulais juste informer un peu plus de gens pour dire, attendez, ça existe. En plus, il y a une bonne face, comme tu dis, il y a la loge blanche, il y a la loge noire, il y a encore au-dessus quelque chose qui va faire que tout va finir par rouler dans le bon sens du poil. Et j'en ai perdu le fil. C'est très intéressant de savoir ça, que tu as subi des trucs très très graves que tu as partagé dès le début de tes vidéos, tu t'es justifié, tu as expliqué ce qui s'est passé. Ces mecs, ils sont passés à côté de ces vidéos, puis après, ils te tirent dessus en disant « Ouais, mais tu vois, Pascal... il a fait de la pédophilie avec le gars avec qui il était. Non, vous étiez tous les deux adultes. » Alors l'autre, il confond, il mélange tout. Et tu dis là, le niveau, ben, on est passé à 15 de QI, quotient émotionnel 2,5 sur l'échelle de 200. Que penses-tu du bonheur national brut du Bhoutan? Ah, j'adore. Sauf que l'expérience du Bhoutan, elle est en train de tourner à la sucette. J'ai un copain qui est lama, qui est au Bhoutan, et il m'a dit que c'est en train de tourner au vinaigre, cette histoire. On nous a fait trop de pubs. D'abord, il faut payer 1 700 $ pour entrer au Bhoutan. Sauf que, comme il y a eu un afflux touristique, ils ont dû construire des bâtiments. Et sauf que pour construire les bâtiments, ils ont fait venir des Chinois et des Indiens, et que ça a complètement pourri l'immigration. L'immigration a détruit. Là, c'est vraiment, on a vraiment une expérience grandeur nature. Hein, c'est que le passage à la démocratie et le flux migratoire a détruit le Bhoutan. Donc le projet du Bhoutan, il est complètement foutu, il est complètement à l'eau, hein, c'est fini. Hein. Ils ont des gros problèmes maintenant. Et plus la téléphonie mobile. La téléphonie mobile a niqué toute la génération de jeunes. C'est mon copain qui est lama au Bhoutan, il m'a dit, tu peux pas t'imaginer, en 10 ans, boum. Ouais. Ouais, donc, c'est vrai qu'il y a un problème avec l'immigration. L'immigration, elle a été très mal gérée au Bhoutan. Ils ont décidé de venir faire venir les gens, les faire travailler sur les chantiers, qui restent pas au Bhoutan. Et la synarchie, on veut pas ça. On veut qu'à partir du moment où les gens ils viennent dans notre société, ils aient tous les instruments pour s'intégrer et qu'ils apportent leur culture, que leur culture elle soit intégrée à la culture de la synarchie. Tu vois, la culture c'est quelque chose qui se construit en permanence. C'est-à-dire si demain il y a des gens qui ont comme religion le bambouzbek et qui arrivent en France, et bien forcément le bambouzbek il va s'intégrer à la culture française. Et il va avoir un aspect de la culture française qui va être lié au bambouzbek. La France, elle s'est toujours construite comme ça. Elle s'est construite en prenant dans l'islam, en prenant dans le judaïsme, en prenant dans le celtisme, en prenant chez les Gaulois, en prenant chez les Romains. La France, elle s'est construite avec des apports multiples. Une mer, elle se construit avec tous les fleuves et les rivières qui sont autour. À partir du moment où on dit il y a que cette rivière-là qui va arriver là, où on va la détourner comme ça, on crée des catastrophes écologiques. Et la synarchie, c'est un projet d'intégration où tout le monde est bienvenu. D'ailleurs, tu sais, moi, je suis un étranger permanent. Quand je suis au Brésil, on me rappelle tout le temps que je suis français. Quand je suis en France, on me rappelle tout le temps que je suis une mère algérienne. Quand je suis au Luxembourg, on me dit que je suis brésilien. Voilà. Alors moi, j'ai l'honneur et l'avantage d'être de nulle part tout le temps. Voilà. Alors, c'est assez génial. Ça me permet de parler avec des bourrins, tu vois. Les bourrins, les mecs, ils sont nés à un endroit, tu vois. Alors, ils ont plus de droits que les autres, tu vois. Ils sont cons comme des bites, c'est des générations d'alcoolos derrière, mais non, il est luxembourgeois, il veut le travail garanti, hein, guinelo. Gros con, tu vois. C'est-à-dire... En plus, c'est ce genre de mec qui te parle des problèmes de l'immigration, qui te parle de la surpopulation. Alors, à chaque fois, je leur dis, tu veux régler le problème de l'immigration, tu veux régler le problème de la surpopulation, suicide-toi.
c'est le plus grand service que tu peux rendre à l'humanité. T'es tellement con, t'es tellement moche, t'es tellement pourri génétiquement. Si vraiment tu veux faire du bien à l'humanité, comme tu le dis au Luxembourg, bah, commence par ne plus te reproduire. Et si tu veux te suicider, je t'offre la balle. Il n'y a pas de problème, ou le poison, ce dont tu as besoin. Débarrasse-nous le plancher de toi, parce que d'abord, t'es gros, t'es moche, t'es con, ta génétique, elle est pourrie, t'as rien dans le cerveau, et que t'es tellement gros, t'es tellement con, t'es tellement moche, t'es tellement bête que guine, tu te crois supérieur. Quand on est supérieur, on est au service des autres. Quand on veut asservir les autres, c'est qu'on est un con. Voilà. Peux-tu nous dire un mot vite fait sur les Ouïghours? J'ai vu un reportage là et j'ai entendu parler d'eux plusieurs fois. Donc ce serait des gens qui seraient enfermés, là, ils seraient repérés, enfermés, plus le droit de sortir. Peux-tu nous dire un mot sur ça? Toi, pour toi, ce serait pas forcément quelque chose de vrai. Te faudrait que tu vois les images pour de vrai sur place. Ce serait quoi la situation? Des gens qui sont maintenus à la maison avec des mensonges, ça s'appelle des Français. Ça s'appelle pas des... Est-ce que c'est quoi les Ouïghours, les Chinois? C'est un autre peuple, c'est comme des Khazars? Ouais, c'est des Khazars, ouais. C'est la même clique. C'est-à-dire, c'est une espèce d'usine à merde. Là. Non, je vais me faire traiter de raciste, mais il y a une usine au milieu là d'Asie centrale qui fait d'excellents nomades. Moi, j'ai étudié avec les Beuns du Tibet, par exemple. J'ai adoré étudier avec les chamans Beuns. Eux, c'est des vrais nomades. Ils ont leurs moutons. Ils font chier personne. Voilà. Eux, ils font chier personne. C'est des vrais nomades. Ils sont là, ils sont dans les steppes d'Asie centrale. Ils ont leur chamanisme, etc. Eux, j'ai rien contre eux. C'est des mecs super. Ils ont la synarchie des nomades avec les 12 tribus d'Israël. C'est des synarques, mais version nomades. Eux, j'ai pas de problème avec eux. Je m'entends bien avec eux. J'ai beaucoup étudié avec eux. Par contre, il y a les baisers de la face. Donc, les baisers de la face, c'est le nomadisme dévié. C'est-à-dire les gens qui rentrent dans les civilisations pour les détruire. Ça donne des Attila, ça donne des Attali, ça donne des Alain Bauer. Donc, c'est des migrants qui sont originaires de ces plaines d'Asie centrale, qui viennent dans nos civilisations, qui ont falsifié le judaïsme, falsifié la maçonnerie, qui ont falsifié les initiations, qui maintenant falsifient qui créent un problème avec les étrangers, alors qu'en France, on n'a pas de problème avec les étrangers. 90% des Français ils viennent d'ailleurs. D'ailleurs, le mot français, c'est pas les habitants. D'abord, les Français, c'est pas les habitants de la Gaule. Les Français, c'était des gens qui vivaient en Franconie, c'est-à-dire en Allemagne. Ils ont immigré massivement vers la France, ils ont pris le pouvoir et c'est devenu la France. Voilà. Donc quand on se dit français, déjà, c'est qu'on n'est pas gaulois, c'est qu'on vient de la Franconie, c'est-à-dire c'est qu'on est originaire de l'Allemagne. Voilà. Donc voilà, ça me fait bien rire. Voilà. Donc et pareil pour les Espagnols, etc. et ainsi de suite. Voilà, en général. Voilà. Donc pour moi c'est un délire tout ça. C'est-à-dire que c'est de la vue à court terme. C'est des gens qui savent même pas la profession de leurs grands-parents, tu vois. Ils savent même pas la profession de leurs grands-parents. Et donc ces gens-là, ils viennent te parler de migration, ils viennent te parler de ci, ils viennent te parler de ça, mais en fait c'est des super ignorants. Ils raisonnent sur de la micro-histoire. Alors j'ai rien contre eux, hein, voilà, c'est leur droit. Sauf ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, et surtout ils se font manipuler par des Soral, parce que les trois offres politiques françaises qui sont donc le nationalisme à droite, l'internationalisme de gauche ou le supranationalisme du centre de Macron, c'est trois arnaques. Hein. C'est trois arnaques montées par les Khazars. Donc ces nomades d'Asie centrale, ils sont là. Quand ils restent en Asie centrale, ils posent pas de problème. Mais quand ils sortent d'Asie centrale pour faire des razzias, ils détruisent toutes les civilisations où ils sont passés. C'est les Hyksos, etc. Je l'ai expliqué dans mes vidéos. Donc les Ouïghours, c'est pareil. Les Ouïghours, à la base, c'est des nomades. Hein. C'est des nomades qui se sont convertis à l'islam. Et puis qui avaient une vie avec des moutons, de pastoralisme, etc. Ils étaient semi-sédentarisés. Le problème, c'est que de l'autre côté, il y a des Chinois de souche, les Huang, qui sont la principale ethnie de la Chine. C'est 80%, 90% même 80% de la Chine, c'est les Huang. Eux, ils sont depuis 5000 ans sédentarisés. C'est des super sédentaires. Ils ont toute leur structure de raisonnement, ils ont leur médecine, etc. De l'autre côté, ils ont les Ouïghours. De l'autre côté, donc les Ouïghours, tant qu'ils sont restés dans le nomadisme pur, ben, ça posait pas de problème. Mais à partir du moment où ils doivent s'intégrer dans la République populaire de Chine, donc avec le projet synarchique démocratique de Xi Jinping, moi j'aime beaucoup Xi Jinping, il a raison il essaye au maximum de se rapprocher de la synarchie. Il est devenu président à vie. Le mouvement actuel des Chinois, c'est de se rapprocher le plus possible du projet synarchique. Ils veulent plus de pauvres. Il faut voir le programme de lutte contre la pauvreté qu'il y a en Chine.
Il faut savoir que la Chine, elle a copié son système de sécurité sociale sur celui de la France. C'est-à-dire tout ce qu'a fait le Conseil national de la résistance a été copié par les Chinois. Les Chinois, ils ont une adoration de la France. Les Chinois ne feront jamais rien contre les Français. Les Chinois adorent la France, contrairement aux Américains qui sont toujours bombardés, mis Hitler, asservis, exploités, pris pour des cons. Les Chinois nous adorent. C'est les gens qui nous aiment le plus dans le monde, c'est les Chinois. Les Chinois ont une passion pour la France, ils ont une passion pour le peuple français, ils aiment la culture française. Et ils comprennent pas en fait pourquoi on fonctionne pas avec eux, parce que le projet de Xi Jinping, le projet de la Chine, c'est un super projet qui ferait la richesse de la France, qui nous débarrasserait de l'Angleterre et des États-Unis. Les Chinois, ils ont jamais fait la guerre à personne, ils ont un projet pacifique qui est les routes de la soie. Ils veulent dominer personne, ils ne financent aucun parti insurrectionnel, ils n'ont pas de projet militaire. Ils sont pacifiques, ils veulent juste faire du commerce et qu'on respecte leur culture. À l'intérieur, ils ont un problème de nationalisme ouïghour. C'est-à-dire que la CIA, elle a financé des extrémistes ouïghours pour aller au conflit sur la base de l'islam avec le Parti communiste. Donc, moi, j'ai plein d'amis qui sont tibétains, qui sont bouddhistes, qui n'ont pas de problème avec le Parti communiste. Le Parti communiste, il protège toutes les religions. En Chine, tu peux être musulman, on t'emmerdera pas. Tu peux respecter toutes les règles de l'islam en Chine, il n'y a personne qui t'emmerdera. Pourquoi les Ouïghours, ils ont des problèmes? Tout simplement parce que la CIA a formé des islamistes, que ces islamistes se sont introduits à l'intérieur de la région des Ouïghours, et ils sont en train de faire du nationalisme ouïghour anti-chinois et pro-américain. Donc le Parti communiste en a identifié un certain nombre, et en Chine, on te tue pas. Hein. Tu es interrogé par la police, ensuite tu es interrogé par le Parti communiste, et on te propose un parcours de réadaptation à la culture chinoise. Moi, j'ai des copains tibétains qui ont demandé l'asile. J'ai un lama qui était chez moi qui avait demandé l'asile politique en Europe parce qu'il prétendait qu'il était persécuté par les Chinois. Quand j'ai enquêté, c'était faux. Or, il a été pendant 6 mois chez moi, mais tout ce qu'il avait raconté, c'était faux. Il a quand même eu l'asile politique. Mais quand on s'intéresse de près, les personnes qui sont allées au Tibet et les personnes qui sont allées en Chine, l'histoire que nous raconte Hollywood sur le Tibet est fausse. Le Dalai Lama, c'est faux. Il était main dans la main avec Mao Tse-tung. Les Chinois, ils ont été accueillis à bras ouverts au Tibet. Il y a toute une propagande. Alors bien sûr, il y a eu des problèmes au moment de la révolution culturelle, comme partout, hein, à cause du communisme. Mais la Chine du Parti communiste de Mao, c'est pas la Chine de Xi Jinping. Les temples bouddhistes, ils sont reconstruits partout en Chine. Les mosquées sont entretenues Enfin, faut voir. Franchement, le Parti communiste, il protège toutes les religions en Chine. Tu peux pratiquer ta religion, tu peux être bouddhiste. Faut voir les fortunes colossales que les Chinois dépensent dans tout ce qui est religieux. Le problème des Ouïghours, c'est un problème d'islamistes. C'est des islamistes qui ont été formés par la CIA et qui ont été introduits dans la société ouïghour pour faire du nationalisme et créer un problème ouïghour. Donc, il y a des gens qui sont allés en prison, mais en Chine, avant d'aller en prison, on te propose un parcours de chinisation. Et tu peux tout à fait être musulman en Chine et il y a personne qui te mettra en prison parce que tu es musulman, comme au Japon d'ailleurs. Jim Leveilleur, il nous a raconté que les musulmans étaient persécutés au Japon, qu'il n'y avait pas de mosquée, mais c'est un délire. J'ai un copain qui a fait un debunking de sa vidéo. Au Japon, il n'y a pas beaucoup de musulmans. Je crois qu'il y a 0,7% des Japonais qui sont musulmans. Personne n'a jamais emmerdé les musulmans au Japon et personne n'a jamais emmerdé les musulmans en Chine. Il y a eu des problèmes au moment de la révolution culturelle, mais pour les bouddhistes, pour toutes les religions, mais il n'y a pas de problème ouïghour. D'ailleurs, les chiffres, on nous dit il y a 1 million de personnes qui sont dans des camps de travail en Chine. Il y aurait 1 million de Ouïghours qui seraient dans des camps de travail en Chine. Mais franchement, c'est un délire, quoi. C'est un délire qu'on me montre les images satellites des camps de Ouïghours, hein. Voilà, qu'on me les montre. Hein. Ouais, parce que j'ai vu un mec, il est passé devant, il montrait le truc, c'était marqué école pour tous. J'ai noté le truc, je sais pas quoi. Rééducation. Un Français qui aurait fait un reportage là, je sais pas trop quoi. C'est vrai que c'est des sujets qui sont délicats, sur lesquels j'ai envie de dire, si on nous informe comme cette couillonnade, c'est une belle information. Alors, je rebondis pour le chat. Attends,
je finis. Les gens qui nous disent qu'il y a un problème avec les Ouïghours, c'est les gens qui nous disent que Donald Trump est un sauveur, c'est les gens qui nous disent que les musulmans ont envoyé des avions dans les tours le 11 septembre, c'est les gens qui nous racontent des histoires sur la Bosnie, c'est des gens qui nous ont raconté l'histoire de Timush O'Hara, c'est les gens qui nous ont raconté que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, c'est les mêmes qui nous racontaient que Ben Laden était avec une mobilette dans les grottes de Tora Bora. Voilà. C'est-à-dire, c'est les mêmes personnes qui nous racontent l'histoire des Ouïghours. À un moment, il faut quand même s'acheter un cerveau. Allô, 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 allô. Voilà. C'est CNN version Nabila, hein, parce que les gens qui nous racontent l'histoire des Ouïghours, c'est Nabila. Hein. Et c'est vrai qu'on peut vite tomber dans le piège. Le français tombe vite dans le piège. Par rapport aux enfants qui vont rentrer à l'école le 11 ou le 14, puisque c'est plutôt le 14 ou le 18, comme on avait dit avec Pascal depuis le début, attendez-vous plutôt à fin juin, début juillet, fin juillet. Fin juillet. Si vous regardez nos chaînes respectives, vous savez qu'on vous a parlé de la betterave, de l'ail, de l'ananas, du citron, du gingembre, de l'armoise, du thym, du romarin, de la menthe, de la mélisse, et qu'une mauvaise circulation sanguine démarre avec un foie qui est un peu saturé avec des médicaments, le foie et la vésicule biliaire. Pascal devait nous faire une vidéo sur la vésicule biliaire, un cours qui devait être sûrement très intéressant parce que le début était déjà excellent. Tu avais fait quelque chose sur le foie et les reins, je crois, et c'est des trucs à noter sur papier, à conserver dans des fichiers, des très belles vidéos. Je suis vraiment ravi de t'avoir accueilli ce soir, Pascal. On en fera d'autres. C'est un plaisir d'échanger avec toi. On en fera d'autres. Je pense que les gens étaient contents. Nous sommes 300 à l'heure actuelle. Ben, c'est bien. Donc, les gens sont demandeurs et voilà, le chat est relativement calme. Et ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Depuis que je t'ai vu, je me suis dit, il faudrait quand même que je puisse moins l'interroger. Moi, je suis l'agent. Tu sais, moi, je suis payé partout. Je suis payé par la CIA, par le KGB, par le Mossad, par les services de renseignement chinois, par les services de renseignement algériens. Moi, je suis payé par tout le monde, tu vois, sans exception. Tous les services de renseignement du monde entier me payent pour venir faire de la propagande contre ce pauvre Alain Soral. Et c'est vrai que moi, ça me fait rigoler comme j'adore. Parce que tu balances des petites touches d'humour comme ça qui, moi, me font poiler. Et c'est vrai que certains ne comprennent pas encore. Et c'est peut-être ce que tu disais au début. Tes proches t'ont dit, mais peut-être que si tu fais tes vidéos, tu n'auras peut-être pas 1000 vues, les gens sont peut-être pas prêts. Et je pense que si, effectivement, les gens étaient quand même prêts parce que, voilà, le peu de partage que tu as fait, les abonnés que tu as eu et les gens qui suivent, moi je suis content de ça, que les gens se réveillent et même si certains disent c'est un peu simple, parce que les personnes âgées aussi ont des grandes connaissances, mais globalement, moi je trouve que tu as mis ta vie au service du peuple, parce que si on t'a suivi, pour ceux qui t'ont suivi depuis le début, on s'est aperçu quand même que le peuple, ça n'existe pas, David. Le peuple, c'est un concept marxiste. On est tous ensemble, on est des êtres souverains. On a 4 tendances psychiques. Il y a des gens qui sont plus portés vers la prière, les soins médicaux, etc. Il y a des gens qui sont plus portés vers combattre, administrer. Il y a des gens qui aiment bien bricoler. Il y a des gens qui aiment bien rendre service aux autres. Le peuple, ça n'existe pas. C'est un concept marxiste. D'accord. C'est une façon de diviser les gens. Il y a l'élite et il y a le peuple. C'est faux. L'élite, elle est dans le peuple. Moi, je connais des gens dans le peuple, de ce qu'on appelle le peuple entre guillemets. Par exemple, là, quand je vais dans la maison de retraite qui est à côté, là, dans la favela, il y a des vieux qui sont là. Il y a un monsieur qui était militaire toute sa vie. Ben, il m'en a raconté des belles sur les extraterrestres. Tu vois. Et je peux te dire qu'il en sait beaucoup plus que certaines personnes. Lui, il a pas de dents, tu vois. Il a pas de dents, mais il a oublié d'avoir un cœur, tu vois. Il a un gros cœur. Il sait plein de choses. Et je peux te dire que cette personne-là, elle fait véritablement partie de l'élite intellectuelle. Parce que la carrière qu'il a eue, ce qu'il me dit sur le monde, sur la géopolitique, etc., c'est super intéressant. Donc, de croire qu'il y a une élite qui contrôlerait les choses et il y a le peuple qui serait maintenu dans l'ignorance, ça, c'est encore une façon de nous manipuler. N'importe quelle personne peut avoir accès à la connaissance. Tout le monde fait partie de l'élite. Dans son domaine, n'importe quelle personne a la capacité. Un sculpteur, il peut devenir le meilleur sculpteur au monde et par la sculpture, il peut réaliser la gnose, la métaphysique et sa mission de vie. Il n'y a pas une élite et un peuple, il n'y a pas eu des gens qui seraient supérieurs et des gens qui seraient inférieurs. On est tous des Bouddhas, on est tous des Jésus, on est tous des êtres spirituels. On est tous faits être des êtres qui savent, qui sont sages et qui sont connaissants, c'est notre nature même.
On n'a pas à aller chercher la connaissance, on n'a pas à aller chercher la sagesse, c'est déjà en nous. On doit redécouvrir qu'on est souverain, qu'on est sachant, qu'on est connaissant, qu'on est connecté et qu'on n'est certainement pas inférieur et que c'est certainement pas une question d'argent et que tout le monde a la possibilité. De toute façon, si un con comme Macron il est arrivé à être président ou un escroc comme Sarkozy, ça veut dire que tout est possible. Rien n'arrêtera la connerie mondiale. Je vous le dis, rien. Oui, comment elle s'appelle sa poule, la poule du nabo là Carlette. Carlette. Alors lui, il marche pas à la coke. Moi, je suis la reine d'Angleterre, hein, parce que franchement, hein, voilà, il y a un moment, Gérard Fauré, il a raison. Il faut un peu observer la façon dont il se comporte. Quelqu'un qui comme ça avec le nez comme ça, voilà. Bon, ben, c'est ce que ça veut dire. Hein. C'est pas le coronavirus. Hein. C'est le cocaïne. C'est le cocaïnovirus. On va parler de saladiers entiers dans des repas au Vatican à Rome, je crois. Et ça, c'était le vin de messe. Tu sais qu'il a foutu de la cocaïne dans le vin de messe. C'est connu, ça. Hein. Il y a eu une enquête de la police italienne. Hein. Ils avaient décidé ils achetaient du vin à 50 centimes le litre en Corse et en Sardaigne. Ils mettaient de la cocaïne dedans et ils vendaient ça à 25, 35, 45 euros le litre au curé. Alors, tu parles que le curé, il aimait le vin de messe. Ça carburait après la messe. Hocus pocus, abracadabrus. Ça y est, hein. Ouais, j'étais dopé des curés. C'était donc Patillot. Hein. On va se quitter sur cette touche d'humour et vraiment un grand merci à toi. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Pas de problème. Oublie pas la cuillère et prends ton Zyprexa. Hein. Petit message à, effectivement, Barack à frites, Barack à shit, Jonathan Hart, celui qui a le cœur sur la main. Voilà. Donc, je vais aller me coucher. Toi, tu vas aller manger, je pense, au Brésil, c'est l'heure. Je vais monter la vidéo que vous allez voir cette nuit sur Recreo Télévision, qui le debunking de David Icke par Jonathan Barakashit. Voilà. Ok, je me la regarderai demain alors. Ça va être en ligne d'ici 1 heure, 1 heure et demie, voilà environ. Voilà. Super. Merci les amis. On existe grâce à vous, hein, donc on doit vous dire merci parce que si vous n'êtes pas là, les internautes, les youtubeurs, si vous n'êtes pas là pour nous voir, eh bien, on n'a pas de raison d'être ici. Donc, c'est vous qui faites cette chaîne par votre présence, par les sujets que vous nous proposez, par les interactions qu'on a avec vous. On n'existe que parce que vous êtes là et une partie de vous existe en nous et une partie de nous existe en vous. C'est ça la synarchie, c'est tout ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous. Exactement, c'est une très très belle conclusion. En nous avons la capacité, effectivement, en plus de pouvoir découvrir cette force intérieure, cette sérénité, cette divinité qui doit rayonner et se transmettre les uns aux autres, et on réussira tous ensemble à passer cette grosse vague, parce qu'il va y avoir des grosses vagues. On va surfer un petit paquet de temps. Donc, merci à tout le chat. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas la cuillère, hein. Et le marteau, le petit marteau pour attendrir la viande. Pour attendrir la viande ici. Ouais. À bientôt à tous les amis. Et... À bientôt. Dormez bien, reposez-vous bien surtout. Que Dieu soit avec vous et il l'est. Ciao. Super. Ciao. Merci à tous et toutes. Merci Pascal. Ciao, ciao. Merci à toi.